Bonjour, je suis maître Caroline Aupois, je suis avocate fiscaliste. J'exerce en fiscalité depuis 6 ans et je suis avocate au barreau des Hauts-de-Seine puis au barreau de Paris depuis 3 ans maintenant. J'ai une double formation. J'ai fait un diplôme d'école de commerce à l'EDEC à Lille et ensuite j'ai fait également un master 2 juriste d'entreprise à la faculté de droit de Lille 2 et j'ai une première expérience au Luxembourg chez Ernst & Young. Ensuite, je suis rentrée en France, passer le barreau, le CRFPA à l'IEJ de Paris 1. Voilà. Et ensuite, j'ai fait plusieurs stages dans le cadre des études à l'école de formation du bureau. J'ai décroché une première collaboration chez CMS Bureau Francis Lefebvre à Neuilly. Et après cette première expérience dans un très gros cabinet, j'ai maintenant rejoint une plus petite structure, le cabinet Maison Règle, dans lequel je suis collaboratrice libérale. Alors, il n'y a pas vraiment de journée type parce que, comme dans d'autres matières du droit, je pense, on est totalement à la disposition de nos clients. Donc, la journée se répartit en différentes tâches. Il y a des rendez-vous clients. Même quand il n'y a pas de rendez-vous à proprement parler, il y a tout un tas de questions qui nous arrivent, que ce soit par email, par téléphone. Donc en fonction de l'urgence de ces questions, ça peut être les tâches qu'on va traiter en priorité sur notre journée. Après, il y a un temps qui est consacré quand on arrive à bloquer le nombre d'heures nécessaires au sujet de fond, donc des consultations, des contentieux plus importants. Et puis, il y a aussi toute une partie relationnelle, développement de clientèle, donc qui est moins importante pour moi, mais qui prend de plus en plus de temps avec la seniorité. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'agenda type d'une journée. Par contre, voilà, ce sont les tâches récurrentes. On a des contentieux. La fiscalité est une matière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase pré-contentieuse, puisque l'administration fiscale, lorsqu'elle envisage de redresser quelqu'un, commence parfois par faire des demandes d'information, examiner sa situation, puis envoie ce qu'on appelle des propositions de rectification, donc qui est déjà une proposition de redressement. Et c'est un stade où la procédure commence à ce niveau-là, donc c'est avant d'aller devant les tribunaux administratifs. Donc il y a déjà toute une partie de la procédure qui se joue à ce moment-là, avec des réponses de notre part, éventuellement des négociations, en tout cas des réunions dans les locaux d'administration fiscale ou devant des commissions spécialisées qui vont pouvoir émettre des avis, par exemple. Et ensuite, si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord à ce niveau-là, alors se mettre d'accord, ce n'est pas de la négociation, c'est faire valoir nos points de droit quand on en a. Voilà. Donc après, on peut aller au contentieux et introduire une requête devant le tribunal administratif et puis après, seconde instance, troisième instance si nécessaire. Donc, on fait tout ça bien entendu. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas des dossiers forcément dans lesquels on plaide. Donc ce n'est pas l'avocat en robe, ça arrive. Ça arrive notamment si on est amené à intervenir devant le TGI, puisque certains impôts comme l'ISF relèvent des tribunaux d'instance. Mais à part ces rares cas, on n'est pas des avocats plaidants, même en contentieux en fait. Alors il y a plusieurs sous-spécialités en droit fiscal, donc moi je fais vraiment de la fiscalité assez généraliste, c'est-à-dire je fais à la fois les impôts des particuliers, personnes physiques et des sociétés, et je fais différentes matières. Donc pour les particuliers, c'est principalement bien entendu les problématiques d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune, et pour les sociétés, c'est les problématiques d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu aussi quand c'est des structures qui s'y prêtent, mais aussi de TVA par exemple, et puis occasionnellement d'impôts locaux. Voilà. Donc c'est un spectre assez large, et c'est un spectre large aussi bien en termes de matière qu'en termes de clientèle, puisque vous avez tout type de sociétés, de la PME au grand compte, et même dans les profils des particuliers, bien entendu, sont plutôt des personnes physiques assez fortunées, mais vous avez des patrimoines que je qualifierais totalement actifs, puisque c'est des chefs d'entreprise qui sont à la tête d'un groupe familial, qui sont pour certains des entrepreneurs, voilà. Et vous avez également, par contre, des patrimoines qu'on peut qualifier de plus passifs, qui sont issus d'héritage ou de revenus professionnels, salariaux. Vous avez des problématiques management package, donc c'est très très varié. C'est vrai que les doubles diplômes sont appréciés et sont majoritaires, alors dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait les programmes grande école avant et un master de droit en plus.
Il y a des gens qui ont commencé par le cursus de droit et qui font des masters spécialisés en école de commerce. À ma connaissance, les deux sont très bien vus. Enfin, il n'y a pas vraiment de préférence pour l'un ou l'autre des parcours. Mais c'est vrai qu'en fiscal, il y a quand même toute une dimension économique, comptable, financière aussi. Donc c'est vrai que savoir lire un bilan est indispensable et le fait d'avoir fait une école de commerce est bien vu. Pour des gens qui se destinent à des carrières plus internationales, le fait d'avoir un LLM peut être aussi très apprécié, notamment sur la capacité à maîtriser tout un vocabulaire juridique en anglais. Je pense qu'un client est toujours assuré de connaître la formation de son avocat quand lui-même en fait est issu. Par exemple, des clients qui sont issus de grandes écoles reconnaîtront ou penseront connaître en tout cas la valeur d'un diplôme d'HEC ou d'une autre école, et donc ça les rassure. Après, il y a aussi tout un tas de clients qui ne sont pas du tout issus de ces rails-là, donc je ne suis pas sûre que ça soit déterminant en général. Bien entendu, ça peut permettre d'en rassurer certains. La fiscalité, à ma connaissance, c'est un des domaines qui recrute encore pas mal avec le droit social, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les jeunes avocats qui sortent de l'école ont pas mal de mal, de ce que je comprends, entre des collaborations. À ma connaissance, en fiscal et en droit social, il y a encore pas mal d'opportunités. De façon plus générale, c'est une matière qui est très complexe et surtout très évolutive, c'est-à-dire comparé à d'autres matières qui changent peu. Le droit fiscal change au moins une fois par an avec les lois de finances et souvent 2 voire 3 fois par an, sans parler bien entendu des jurisprudences, mais rien que sur les nouveautés légales, ça change très régulièrement. Donc c'est vrai que cette complexité fait qu'il y a un réel besoin de la part des particuliers et des entreprises d'avoir des conseils qui se tiennent au courant. C'est une matière qui est plus difficile, bien entendu, les gros groupes ont des fiscalistes en interne, mais de façon générale, c'est une matière qui est difficile à totalement internaliser, d'où le fait qu'il y ait des perspectives, qu'il y a un marché. Il y a beaucoup d'avocats fiscalistes qui, au bout de quelques années, font le choix de l'entreprise. Et là aussi, on peut différencier 2 grands axes. Il y a bien entendu donc, ceux qui choisissent de rejoindre une direction juridique et fiscale d'entreprise, dans tout type d'industrie. En termes de rémunération, donc, comme je pense dans tous les métiers de la profession, c'est très variable, ça varie en fonction de la structure qu'on rejoint, donc à la fois la renommée, la taille de la structure, et puis aussi parfois il y a des bonnes ou des mauvaises surprises à structures qui pourraient sembler similaires. Pour les Big Four et donc Ernst & Young, Taj, etc. Et c'est Amos Francis Lefebvre qui peut se classer avec, et beaucoup d'autres gros cabinets, moins gros mais qui se positionnent sur le même type de service. Un jeune collaborateur peut prétendre à un salaire brut, puisqu'il y a encore des salariés, donc un salaire ou un équivalent BNC de l'ordre de 40 à 45 000 euros donc en salaire brut, et ça fait un peu plus de 60 000 euros en rétrocession d'honoraires hors taxes en début de carrière. Ça peut être plus dans certains cabinets anglo-saxons. Je sais que ça peut être plus de 70 000, 75 000 euros dans beaucoup de cabinets anglo-saxons. Et c'est souvent beaucoup moins dans des plus petites structures, moins connues ou parfois également réputées, mais qui ne recherchent pas tout à fait les mêmes profils non plus, parce que c'est qui sont généralement moins internationales aussi.